Bonjour chers téléspectateurs et auditeurs de partout où vous nous suivez dans la province de la Turbo, dans la ville de Kisangani. Voilà, bienvenue encore une fois dans ce nouveau numéro de Terrain Neutre, une émission où nous nous enrichissons de connaissances et aujourd'hui nous allons parler de quelque chose qui tique un peu la génération actuelle, quelque chose dont nous nous posons chaque jour des questions. Alors voilà, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet récent, sur des questions auxquelles nous n'arrivons pas à répondre seuls, sur des choses que nous n'arrivons pas à résoudre seuls. Alors Terrain Neutre est là encore pour expliciter certaines choses. Nous allons parler aujourd'hui de l'entrepreneuriat et de l'engagement civique et politique de jeunes pour un développement meilleur de la Tiopo. Alors retenez bien ce thème du jour, entrepreneuriat, engagement civique et politique de jeunes pour un développement meilleur de la Tiopo. Et comme vous le savez tous, à chaque fois que je passe cette émission, je ne suis jamais seule, je suis toujours accompagnée de quelqu'un de très spécial qui va nous assister. Et aujourd'hui, nous avons l'immense honneur et le réel plaisir d'être assisté par le gouverneur de la province de l'Ituri, M. Jean Pamanissa Saïdi. Alors là, comme je l'avais dit, aujourd'hui nous aurons l'immense honneur de recevoir sur ce plateau de Terrain Neutre, bien qu'aujourd'hui nous ne sommes pas sur notre chaîne actuelle, voilà, la présence et l'assistance de M. le gouverneur de l'Ituri, Jean Pamanissa Saïdi. Alors, le voici déjà. Bonjour monsieur. Bonjour madame Ingrid. J'espère que vous allez bien. Ça va, merci. Merci. Je vais très bien, merci. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation sur ce plateau de Terrain Neutre. C'est un réel plaisir pour moi, surtout que je vois que la jeunesse est en train de s'organiser et j'admire votre courage à le faire. Merci. C'est pour cela que j'ai voulu participer à votre émission. Merci beaucoup. Alors, quelles sont vos impressions aujourd'hui de participer à une émission, cette belle émission de Terrain Neutre? Quelles sont vos impressions? Écoutez, on va débattre. Hein. Mes impressions seront après avoir entendu vos questions et vos réponses et j'en suis déjà satisfait. Voilà, merci beaucoup. Alors, chers auditeurs, auditrices et téléspectateurs de partout où vous nous suivez, nous venons d'écouter l'impression de M. Jean Pamanissa Saïdi qui vient d'apprécier ce que nous faisons et nous vous remercions déjà pour cette considération. Bonne continuation pour vous. Merci beaucoup. Alors, avant de commencer, on a l'habitude de présenter nos invités. Alors aujourd'hui, j'aurai le plaisir de vous inviter aux yeux de tous. Alors voilà. Monsieur Jean Pamanissa Saïdi est un opérateur économique et aussi un homme politique congolais qui a vu le jour un certain 7 avril d'une certaine année. Monsieur Jean Pamanissa Saïdi a été le gouverneur de la province orientale depuis octobre 2023 jusqu'en 2015, un certain 29 octobre. C'est ça? Monsieur Jean Pamanissa Saïdi a fait ses études primaires à l'école belge de Kisangani et vos études secondaires en biochimie à Beni et à Kisangani au collège Maïdé et enfin au collège de l'université de Kisangani où vous avez obtenu votre diplôme d'État en 1983. Vous êtes actuellement le gouverneur de la province de l'Ituri depuis 2019 jusqu'à l'état de siège en 2021. Voilà, en 1987, M. Jean Pamanissa Saïdi a créé BAGE, une entreprise spécialisée dans l'entretien de bâtiments employant plus de 100 personnes. On continue. En 1994, vous avez créé Petrobage, un département de BAGE pour la distribution de produits pétroliers et lubrifiants. En 2006, là, on a déjà votre carrière politique. En 2006, vous avez été élu comme député national de la ville de Kisangani. En 2012, vous avez été élu comme gouverneur de la province orientale. Et c'est juste après le découpage de la province orientale en 2016 que vous êtes devenu l'actuel gouverneur de l'Ituri depuis 2019 dernier. Ce qui nous intéresse le plus et qui concerne le vif du sujet, c'est en 2008 que vous avez créé la Fondation Pamanissa, avec pour objectif d'initier des actions favorisant la réinsertion sociale et l'amélioration des conditions de vie de personnes défavorisées, comme des veuves, orphelins, de personnes vivant avec handicap, etc., par un apprentissage de métier. La Fondation Pamanissa participe aussi à la lutte préventive contre les maladies endémiques, épidémiques et
infantile, la malnutrition ou autres maladies sexuellement transmissibles. Et enfin, nous pouvons juste dire que la Fondation Bamamissa s'active pour la promotion de la paix, l'intégration sociale et l'éducation, la protection de l'environnement. Voilà, j'espère que Ça c'est complet, madame. c'est complet, parce que je n'ai pas voulu vraiment élargir ce portrait, bien que nous savons que vous avez eu à faire beaucoup de choses alors, mais avec le temps nous aurons ce privilège de connaître encore plus, en profondeur. Alors messieurs, nous allons déjà commencer avec le sujet du jour qui est entrepreneuriat, engagement civique et politique des jeunes pour un développement meilleur de la Togo. Mais avant de commencer avec nos jeux de questions-réponses, messieurs, j'aimerais d'abord avoir vos impressions concernant le sujet du jour. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Écoutez, c'est un sujet très important parce que lorsqu'on veut développer, il y a le côté aussi civique qui doit jouer son rôle. Les citoyens doivent être d'abord des bons citoyens pour travailler suivant les règles, suivant les lois et suivant le plan qui est fait pour leur zone, leur province, leur pays. Et tous ensemble, avec les mêmes objectifs, on atteint un rendement certain. Mais si se fait un peu dans le désordre, voilà, il n'y a pas de motivation, il n'y a pas d'unité, chacun va dans son sens, le pouvoir public ne donne pas une planification justifiée et les citoyens se retrouvent à faire la débrouillardise que du travail qui soit planifié avec des étapes. Par exemple, dans l'agriculture, vous savez, si on dit demain on veut devenir la première province productrice d'huile de palme, eh ben, ça demande de former, ça demande d'octroyer des terres, ça demande d'octroyer des crédits, ça demande d'assurer des débouchés et une industrialisation avec ça. Donc c'est des étapes qui peuvent prendre 10 ans, 20 ans, 25 ans. Donc ils doivent être planifiés. Vous êtes encore jeune, voilà. Ce sont des choses qui doivent être planifiées pour que si vous avez commencé votre vie à 20-25 ans, au bout à 45-50 ans, vous puissiez vous développer. Merci beaucoup pour cette impression par rapport au sujet du jour. Donc, j'en conclus que c'est un bon sujet. C'est un bon sujet. Voilà, merci. Nous passons déjà à la première question. Un sujet consciencieux. Voilà, merci encore. Nous passons à la première question pour ne pas perdre beaucoup plus de temps. Alors, quelle est la corrélation entre un engagement politique et la participation au développement économique? Quelle est la corrélation entre un engagement politique et la participation au développement économique? Très bien. Écoutez, j'ai un peu abordé le sujet, effectivement, sans savoir que vous alliez poser cette question. Il est vrai que le monde politique, c'est un monde qui est différent du monde économique. Vous savez que lorsque vous êtes un agent public de l'État, vous devez vous abstenir de faire des activités qui pourraient vous donner des avantages quelconques parce que vous avez par exemple une casquette politique. Et donc la loi sur le code de conduite et d'éthique de l'agent public de l'État, cherchez-le, lisez-le, il est très restreint, contraint et contraignant, je voulais dire. Il est très difficile, mais il n'a pas été fortement vulgarisé, parce que sinon on aurait eu beaucoup d'hommes politiques qui ne pourraient pas assurer leur mandat à cause de situations qui sont quelquefois compromettantes entre les deux mondes. Donc l'engagement politique, si aujourd'hui il y a de plus en plus de personnes qui vont dans le domaine politique, c'est tout simplement parce qu'on a l'impression que ça ne marche pas très bien au niveau de la planification des lois, de la fiscalité, de tout le fonctionnement de l'appareil de l'État. Et aussi parce que ceux qui y travaillent n'ont pas une bonne prise en charge et que finalement un agent public de l'État qui devrait se suffire avec son salaire
et son salaire devrait lui suffire aussi pour pouvoir vivre décemment, donc avoir un toit, avoir le transport, pouvoir mettre ses enfants à l'école et pouvoir se nourrir. Mais dans beaucoup de pays, ce qui est appliqué, c'est plutôt qu'il y ait des subventions de l'État pour permettre à ce que ces personnes puissent faire face à leurs besoins. Et ici, ce n'est pas le cas. Vous connaissez les salaires qui sont très bas, malgré le SMIC, etc. Donc on se retrouve avec une administration qui n'est pas tout à fait au service de la population et du développement. Donc voilà pourquoi il y a parfois ce que vous appelez corrélation, mais c'est une corrélation qui est compromettante aussi. Parce qu'on ne peut pas, normalement, lier les deux choses. Moi, par exemple, lorsque je dis, dans la politique, je ne me rappelle pas avoir usé de ma casquette politique pour aller avoir un avantage économique. Ça, la loi l'interdit. Et je peux vous dire que lorsque j'ai quitté mes entreprises, je ne suis plus gestionnaire de mes entreprises. Vous voyez, donc je ne peux pas gérer des entreprises en même temps avoir une fonction politique. Ça, c'est interdit. Et donc, j'ai distribué à l'époque cette loi, une petite brochure. Au niveau de l'Assemblée, ça a été édité par le PNUD, on en a tiré plusieurs photocopies pour rappeler aux personnes qui doivent le faire. Donc, lorsque l'État, l'autre corrélation, c'est que si l'État met les conditions de fonctionnement stables, équitables, prometteurs, progressistes, les citoyens est plus à l'aise parce qu'il n'a pas une situation de conflictualité avec son État. Parce que si les conditions ne sont pas bonnes, les gens trichent, les gens évitent l'État, les opérateurs économiques ne payent pas les taxes et impôts, et on se retrouve dans une situation qui est de compromission entre les deux pouvoirs. Donc, votre question mérite une réponse. On est à la veille des élections. Rappeler à tous ceux qui veulent aller concourir qu'on ne concourt pas vers la politique pour faire des affaires. Okay. C'est vrai que votre casquette peut vous emmener à l'ouverture des portes et que vos entreprises, sans vous, peuvent vous emmener à prospérer, c'est vrai. Mais sachez que lorsque vous travaillez aujourd'hui dans le cadre de la transparence, avec beaucoup d'institutions bancaires, internationales, si vous avez la casquette politique, vous n'avez plus d'ouverture. Et moi, c'est ce que je suis. Je suis un PEP. Vous savez ce que c'est un PEP? C'est une personne exposée politiquement. Donc moi, par exemple, ouvrir un compte bancaire dans une banque, c'est très difficile. Si on voit de l'argent qui rentre, c'est très compliqué, surtout à l'étranger. Même ici, on vous pose des questions, comment vous avez eu cet argent? Et donc, la position de PEP, aujourd'hui, par exemple, moi qui suis actionnaire dans une société de cimenterie avec la Banque mondiale, avec des sociétés cotées en bourse, je n'ai même plus le droit de participer au conseil d'administration et je suis simple actionnaire, mais je délègue mes représentants. Donc c'est très bien madame, de venir sur des choses comme ça parce qu'il faut faire le distinguo entre le monde politique et le monde économique. On ne peut pas mélanger. Et parfois, bon, vous pouvez parler de politique, mais vous pouvez parler aussi de services de l'État que sont par exemple l'armée. Un gradé, un officier ne peut pas faire du commerce. Et un autre type d'ambassadeur, mandataire, etc. ne peuvent pas faire du commerce. Et en Europe aujourd'hui, si vous voyez tous les gros scandales qu'il y a sur les hommes politiques qui touchent à une influence économique qui pourrait leur donner un avantage, c'est très grave. Il faut, à la rigueur en Europe, dans des pays organisés, vous démissionner. Voilà, merci beaucoup M. Jean-Dominique Saïdi pour cette belle réponse qui vient déjà de distinguer les deux, puisque tout ce que vous venez de dire, j'ai compris que c'est impossible de mélanger, sauf que c'est à cause du manque de certain nombre de connaissances que l'on mélange ces deux choses, alors que c'est très différent. Ouais. Mais si je comprends bien, il y a aussi beaucoup plus de désavantages que des avantages.
Mais écoutez, je peux vous assurer qu'il y a il faut faire l'un ou l'autre, qu'il y a des avantages. Je vous dis, aujourd'hui, moi je suis dans ce cas où je ne sais plus aborder des questions économiques à cause de mon statut politique, parce que je suis un père. Donc c'est un des avantages aussi. Il faut faire attention, soit vous rentrez dans la politique pour servir, ou bien vous restez dans le monde des affaires pour faire. Moi, je connais ça et je peux vous assurer que c'est très frustrant quelquefois que vous ne pouvez plus faire des affaires parce que vous êtes une personne exposée publiquement. Vous pouvez faire vos commerces à l'intérieur, etc., mais pas à des niveaux internationaux, avec des institutions internationales ou des institutions qui se respectent. Voilà. Merci beaucoup. Passons déjà à la deuxième question, puisque le thème c'est l'entrepreneuriat, l'engagement civique et politique de jeunes pour un développement meilleur de l'aide. Mais est-ce que ces jeunes sont-ils au courant du programme que leur propose le gouvernement? Mais c'est un gros problème. Parce que, est-ce que la population, les jeunes, connaissent le programme du gouvernement? C'est ça le problème aussi. Voilà. Donc, vous voyez ce programme qui sont faits par chaque mandat, par toutes les personnes qui veulent commencer à travailler. Et chacun vient avec son nouveau programme. Un programme de développement, c'est un seul programme, c'est les animateurs qui changent normalement. Donc, à ces titres-là, il faudrait vulgariser. Je donne toujours l'exemple du chauffeur de taxi que je rencontre à Dubaï, il y a peut-être 30 ans, et qui me décrit le programme. Il connaît son programme, il a sa brochure. Je donne l'exemple de la Chine, avec le livre vert, je pense, de Mao Tse-tung, et puis après, il y a le grand réformateur, et puis d'autres pays où on a une ligne directionnelle qui est adoptée par les leaders du pays, par le gouvernement, par le gouvernement, donc l'exécutif, par l'organe législatif, et qui vous donne une ligne de conduite qui permet que même l'éducation, surtout au niveau de l'éducation civique, soit adaptée par rapport aux thèmes que le gouvernement sont en train de prendre comme ligne directionnelle. Et cela permet donc de ne pas s'éparpiller, de savoir sur quoi mettre ses énergies de développement, envoyer les enfants en formation pour un avenir qui est déjà bien défini au niveau du gouvernement, et la formation, les écoles, le progrès doit aller vers ça. Je vous dirais une chose, lorsque nous avons ici toutes les écoles sur l'agriculture, mais nous n'avons pas de tous ces ingénieurs agronomes qui sortent de ces écoles, autant de plantations ici qui permettent à ce que nous puissions avoir des personnes qui ont pu mettre en place des unités agro-industrielles en place. Donc il y a un décalage entre le programme fait et sa mise en application. Donc il faut à un moment que, c'est vrai, la population s'approprie les programmes. Et il ne faut pas seulement faire une politique où aujourd'hui on voit une autorité, ministre, gouverneur, ministre national, aller lancer un travail quelque part, faire une opération, descendre, se faire applaudir. Ça correspond à quel plan? Ce qui est important, si on ouvre une route, on fait par exemple un pont, ça correspond à un programme d'aller faire développer quelque chose. Moi, j'ai acheté l'autokil pour la province, n'est-ce pas? Après, moi, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas formé les agronomes qui devaient être là, on n'a pas terminé les documents, et aujourd'hui, l'autokil est en train d'être dépiécé complètement. Ça, je peux vous dire que la société civile doit être très dure, et même parce que même les législateurs de la Tchoko, que ce soit au niveau provincial ou au niveau national, ne se sont occupés de cette affaire.
pour pouvoir la terminer. Et on a abandonné comme ça une unité de production et c'est très malheureux. Et par rapport à ce que vous venez de dire, des formations et tout, est-ce que l'État tient vraiment compte de l'éducation par rapport à son besoin de gestion étatique et du développement économique? Aujourd'hui, c'est vrai qu'on doit adapter l'éducation. On doit l'adapter par rapport à notre avenir, qu'est-ce que nous voulons faire. Mais aujourd'hui, on ne le sent pas. On ne sent pas que l'éducation répond à un besoin, à un programme de développement. Et donc, oui, il faut adapter. Qu'est-ce que nous voulons faire? Rien que des sciences administratives et politiques. On va former des politiciens qui savent écrire, lire, discuter. Ou on va former aussi des territoriaux qui savent, qui connaissent l'aménagement du territoire, qui connaissent l'agriculture, qui connaissent les bâtiments et travaux publics pour pouvoir faire développer leurs entités. Donc il faut une corrélation entre le plan de développement et les programmes éducationnels. Voilà, merci beaucoup, monsieur Jean-Romain Saïdi. Une autre question, je peux? Voilà, vous remarquerez qu'aujourd'hui, les jeunes s'intéressent de plus en plus à la politique. Alors, sont-ils des membres actifs ou sont-ils juste des accompagnateurs électoraux? C'est vrai, vous avez catégorisé la politique en politique accompagnatrice ou alors des personnes qui s'engagent. Ceux qui s'engagent sont peut-être connus, il suffit de les regarder, mais il est vrai qu'aujourd'hui, quand vous regardez le tableau politique, vous allez constater qu'il y a beaucoup plus qui aujourd'hui s'affichent comme des activistes que de personnes qui sont vraiment impliquées et qui changent les choses au niveau de leurs entités, au niveau de différentes catégories de vie où ils sont. Donc, ce qui fait dire que, suite à la question que vous posez, qu'il y a beaucoup plus de jeunes qui font de l'accompagnement et des applaudisseurs, et je pourrais dire, ce matin, j'ai écrit à quelqu'un, des bruiteurs. Donc, et c'est un peu dommage. On veut voir des citoyens qui s'engagent. Moi, aujourd'hui, je voulais lever complètement le pied en politique. Mais si je reviens encore un peu, c'est parce que je voudrais quand même léguer quelque chose à un groupe de personnes qui croient à mon type de gouvernance politique pour qu'ils puissent en assurer la continuité. Et moi, je n'ai jamais été, par exemple, partisan des grandes pyramides. Je préfère que les personnes qui sont autour de moi soient des leaders de leur milieu, des vrais leaders. La composition de tous les grands leaders, de ces leaders, peut constituer maintenant un ensemble de grands leaders. Il n'y a pas seulement un seul leader et puis les autres n'existent pas. Non. Aujourd'hui, un mouvement politique, il est composé de plusieurs leaders. Et c'est cela qui fait marcher. Donc, il faut encourager les jeunes à être engagés, à travailler. Parce que vous, les jeunes, aujourd'hui, vous ne travaillez pas assez. Il faut lire, il faut apprendre, il faut s'engager, travailler, venir dans des réunions avec des analyses, avec des propositions, avec des travaux qui vous ont pris, que ce soit dans l'économie, que ce soit dans la politique, etc., qui vous a pris du temps pour pouvoir faire une production correspondant à la réalité des choses. Il ne faut pas venir avec des propositions de rêve ou bien académiques qu'on a appris à l'école, peut-être, mais qui ne sont pas adaptées à la vraie vie. Donc, oui, il faut plus d'engagement. Et cet engagement, il peut ne pas être aussi seulement par des mandats politiques, il peut être dans la vie sociale. Les jeunes d'un quartier qui ne jouent pas seulement aux dames, qui ne font pas seulement semblant un peu de balayer, mais qui s'engagent par rapport à leurs actions de tous les jours à participer à la vie d'un groupe de personnes qui progressent. Voilà, merci beaucoup pour cette belle réponse. Alors, nous sautons déjà à la question suivante, bien qu'il y aura d'autres questions après. Quelle est selon vous la principale cause, le manque d'ascendance des jeunes
dans le domaine entrepreneurial à Kisangani, selon votre observation? Écoutez, je pense qu'il y a... Ce qui manque aujourd'hui, c'est les entreprises. Et puis, on n'a pas adapté le monde économique d'aujourd'hui par rapport aux besoins, par rapport au contexte. Il faut voir au niveau Kisangani. C'était le troisième pôle, mais c'était l'ensemble. La province orientale, dont le chef-lieu était Kisangani. Troisième pôle économique. Les Touris produisaient de l'or. Vous savez que lorsqu'il y a eu des événements 60, il y avait 30 tonnes d'or qui valent aujourd'hui 2 milliards de dollars qui ont été emmenés. Et ça, on a les traces. Il y a les autres, on croit que l'autre cargaison a été emmenée par le groupe de gens Scram vers Bukavu. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont creusé le long de la route d'ici Walikale et Bukavu et en essayant de chercher, et puis le reste est allé au Sud-Soudan. Pour dire que on produisait de l'or, on produisait du café, on avait un chemin de fer qui était exclusivement pour le produit agricole vers le port de Bumba, après être passé par Buta, Iziro jusqu'à Mumbere. Ça avait un sens économique. En fait, la cartographie économique de la République démocratique du Congo a été faite depuis le début du siècle dernier. Mais on a voulu oublier. On a fait le port de Kisangani, qui était la fin du cours d'eau navigable, pour lequel, c'est vrai, il a fallu faire exploser quand même un chenal ici pour pouvoir atteindre Kisangani. D'ici, les routes vers le sud, l'est, le nord et même vers l'ouest. Donc, c'est une ville transit, Kisangani, qui doit recevoir ces produits, qui doit les envoyer, et les autres produits doivent arriver ici pour être envoyés dans toute cette sous-région qui est ici. Et à l'époque, c'était jusque Goma, jusque Kindu, jusqu'à Kingeziba, donc tous les Touris, jusqu'au nord de Buta, etc. Il y a une cassure et qui fait que aujourd'hui l'emploi n'est pas là, les entreprises ne sont plus là, les grosses entreprises ont été aériennisées en 73-74. Elles ont connu des difficultés, elles sont tombées et on n'a pas donné un corps. Pour la petite histoire, nous, notre programme ici, 2013-2015, c'était de remettre la logistique en place. Et pour cela, nous combattions pour que le port, ça m'étonne toujours que malgré qu'il y avait des fonds de l'Union européenne, on avait dragué le fleuve, mais le port devait être refait avec des grues. Et rive gauche, rive droite, chemin de fer, les routes devaient être faites. Et à l'époque, nous avions quand même réussi à ouvrir les routes. On faisait 7h, 8h pour arriver à Bunia. Je quittais ici à 22h, à 6h du matin, j'étais déjà à Bunia. Donc, les routes, l'électricité, il faut de l'électricité. Là, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui sait qu'est-ce qu'il faut faire. Et j'entends, je vous dis, j'entends la SNEL dire une chose, j'entends le gouvernement central dire une chose, j'entends le gouvernement provincial dire une chose, et j'entends les partenaires dire une chose, et partenaires bilatéraux comme la Belgique, et puis j'entends ceux qui voudraient aussi venir investir en PPP dire autre chose. Donc finalement, il y a 5 voies, et ça me fait peur, ça prouve qu'on va perdre du temps encore avant d'avoir des solutions définitives. Parce que franchement, et moi je peux vous dire, je connais très bien ce dossier, je fais des études avec mon propre argent depuis 2008 sur la centrale de la Chopo, 1 et 2. Et puis quand j'étais gouverneur, j'ai fait toutes les études pour refaire complètement le réseau de Kisangani. Donc malheureusement, on va un peu dans tous les sens. Donc Kisangani, il faut trouver très rapidement aussi. Nous pensions qu'avec l'électricité, nous devons faire toutes les raffineries de matières premières ici. Nous devions relancer l'agriculture. Les bateaux viennent ici à nous emmener, assez de ciment pour descendre avec beaucoup de marchandises. Mais nous avons du mal à trouver les bateaux pour venir ici parce que
le retour est vide. Donc les transporteurs nous facturent aussi le transport retour vide. Ou alors ils doivent prendre des voitures seulement ou des petits trucs comme ça. Il n'y a pas de production agricole. Donc c'est tous des plans qu'on doit remettre en place pour rendre la Chopo, pour rendre toute partie. Et la Chopo n'est pas seulement la Chopo. La Chopo, elle est dépendante de toutes les autres provinces. C'est pour ça que c'était à l'époque une entité seule. Je pense qu'il faut, c'est vrai, donner un peu plus de moyens pour que la décentralisation se fasse bien. Mais aujourd'hui, on parle de ce grand espace Grand Oriental, très bien, il faut remettre un peu les gens ensemble parce qu'on sent bien que tout seul, on ne sait pas faire les choses, même si l'administration doit rester comme ça, mais il faut des routes transversales, il faut des programmes transversaux et il faut qu'on arrête les courses politiques pour faire des courses de développement socio-économique basé sur une politique saine. Voilà, merci beaucoup messieurs. Vous avez dit quelque chose qui m'a beaucoup intrigué concernant la question même. Vous avez dit que le manque d'ascendance c'est dû au manque d'entreprise. Et le manque d'entreprise, l'une des causes, c'est le manque d'électricité. Alors, concernant cette question de l'électricité, est-ce que ce sont les jeunes qui vont améliorer cela ou bien c'est le gouvernement lui-même qui doit trouver des solutions afin de nous aider aussi à avoir de l'ascendance dans le domaine entrepreneurial? Écoutez, il ne faut pas tomber dans une genre de résignation. Parce qu'aujourd'hui, lorsque moi, ici, quand je suis à Kisangani, j'oublie Internet parce qu'il ne marche jamais. On ne sait pas télécharger, on ne sait pas envoyer des emails, attacher des documents, c'est incroyable. Une genre de résignation. Parce que, bon, on n'a pas d'électricité, on n'a pas de route, on n'a pas de développement, on devient presque résigné. C'est vrai que ce n'est pas le rôle de cette jeunesse, c'est le rôle de l'État de pouvoir donner des réponses. Et les jeunes doivent garder cet espoir, que les choses doivent changer. Et pour cela, il faut être dur envers leurs représentants, que ce soit au niveau législatif et au niveau exécutif. Parce que quand on a des ministres provinciaux, gouverneurs, députés nationaux ou autres représentants dans des institutions nationales qui ne rendent pas ce qu'ils méritent à l'espace, il y a un problème. Et il faut faire attention, on revient sur votre autre question sur le suivisme ou suiviste de certaines personnes sur les différentes activités politiques pour les conscientiser. J'étais un peu attentionné, j'ai vu un camion passer avec une machine de transformation, j'aime bien, je me demande c'est quoi. Mais ça montre qu'il y a quelqu'un qui va peut-être faire une petite unité industrielle. Donc, moi, ça m'intéresse ce genre de choses. Moi, quand j'étais gouverneur, je vais vite savoir c'est qui. Je suis sûr qu'il est en train de faire son travail dans toute quiétude, on ne va pas le déranger, etc. Donc, il faut c'est vrai que l'État puisse apporter les solutions et les conditions pour que la jeunesse puisse se retrouver dans des bonnes conditions de travail. Voilà, bien dit. Alors, une autre question concernant l'une des réponses que vous aviez données précédemment. Vous avez dit que Kisangani est juste une zone de transit. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que Kisangani devienne aussi une zone de dépôt ou base logistique? Non, je dois d'abord vous dire que je suis impressionné par vos questions. Elles sont très pertinentes et je vous encourage à continuer comme vous êtes en train de le faire. Et c'est pour ça que j'ai accepté de répondre à votre demande d'interview. Effectivement, base de dépôt. Vous avez vu, la ville avait des grands dépôts. Il faut reprendre ça. Lorsqu'on a eu une cassure, lorsqu'il y avait
le pays était divisé jusqu'en 2003-2004. Moi, j'étais le président de la commission de réunification économique. Nous avons ouvert le fleuve. Les premiers bateaux sont arrivés ici. Les marchandises sont arrivées et il y a eu un début encore d'opération. Il n'y avait plus la route pour aller à Béni, etc. Et on s'est battu, la Banque mondiale a mis un peu d'argent et puis les routes ont été ouvertes, les avions sont arrivés, les téléphones ont été installés, la téléphonie a été installée, etc. Base logistique, c'est une politique. Effectivement, transit, base logistique. Mais si vous allez sur notre site internet, vous allez voir le plan que nous avions fait. Comment est-ce que nous devons avoir cette logistique qui vient de l'Est, qui passe par Aru, par Mahagi, les routes vers Isiro, vers Nyanya, etc., qui arrivent ici, avec maintenant la possibilité d'aller au nord, d'aller au sud, etc., par le fleuve, les routes, les chemins de fer, etc. C'est d'être souple d'abord, parce que si la taxe de consommation, qui est de 3%, doit être payée par une province et puis une autre province ici, parce qu'aujourd'hui ça représente 70% de recettes de beaucoup de provinces, et ici je crois que c'est la même chose. On asphyxie quelquefois les entreprises lorsqu'elles doivent payer à deux endroits. C'est qu'il faut augmenter le pouvoir d'achat, il faut avoir une politique pour que les grandes entreprises puissent avoir leur grand dépôt ici, même sous douane. Le grand dépôt à Olintra, dans notre programme, lorsque nous étions ici, devait devenir deux dépôts sous douane. Et cela permettrait que les marchandises viennent ici, que les gens, maintenant par les grandes sociétés et les petites entreprises achèteraient des douanes et les emmènent sur le marché. Et il faut de l'échange. Pour être une base logistique, il faut des échanges. Ce que on appelle les PFL, les plateformes logistiques, c'est dans ce contexte ou concept dont vous parlez, c'est des unités qui permettent des échanges, mais avec une fiscalité réduite, avec une facilitation pour que ça ne devienne pas trop cher. Donc aujourd'hui on a des grandes entreprises qui passent la marchandise seulement ici. Et il faudrait voir comment elles doivent emmener ici le déposer pour que les autres petits commerçants puissent les prendre à partir d'ici pour le distribuer dans les deux sens. Voilà, merci. J'ai une autre question qui me vient en tête. Et puis, attendez, je termine en disant aussi que l'aéroport de Bangoka devrait être une base logistique aussi. Parce que on peut en faire un dépôt. Et je discutais encore avec les gens d'RVA il n'y a pas longtemps. On est en train de refaire la piste. Dans notre programme ici à l'époque, c'était Bangoka devenir un centre pour que les marchandises viennent ici à partir de Dubaï, de la Chine, etc. et à partir d'ici distribuer donc un hub cargo plus qu'un hub passager. Le projet n'est plus en cours. Mais l'aéroport est en train d'être arrangé, la piste est devenue mauvaise, aujourd'hui est en train d'être faite, mais il faut aussi le grand hangar de dépôt. Et il faut des hangars d'avions, il faut même des entretiens d'avions qui puissent se faire ici. Et que les gros cargos, c'est une volonté que la RVA, que les compagnies et le ministère du Transport et du Commerce extérieur devraient implémenter parce qu'on est vraiment au centre du pays. On pourrait avoir les marchandises pour aller, parce que sinon il faut aller à Kinshasa, de Kinshasa il faut encore revenir ici ou aller à l'Équateur et aller dans toutes les provinces, Kasaï, etc. C'est double manutention, ça coûte cher. Aujourd'hui la logistique, c'est la clé du commerce. S'il n'y a pas de logistique, il n'y a pas de commerce. Alors, regardez, je vous dis par exemple, notre ciment à l'usine il coûte $7, mais ici il coûte $15. Les $8 au-dessus, c'est du transport. Ça n'a rien à voir avec un investissement dans de la matière. À Mbujimaï, aujourd'hui, le ciment coûte $45, pendant qu'à l'usine, il coûte $7. Tout le reste, là, c'est la logistique qui est trop chère. Voilà.
Une autre question qui me vient en tête, puisque la Fondation Bamanissa s'active pour la promotion de la paix, pour l'intégration sociale et l'éducation, la protection environnementale. Hormis ce que vous nous proposez, est-ce que l'État en soi propose des solutions pour aider les jeunes à mener au mieux cette tâche de développement? Oui, aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup de programmes qui se mettent en place. Le chef de l'État a parlé de cette jeunesse, a parlé des mécanismes pour avoir du crédit, avoir des garanties. Il y a des institutions qui mettent à disposition des moyens à travers les banques pour avoir du crédit. Il y a les PME avec des startups, avec des systèmes d'accompagnement qui se mettent en place. Il y a une jeunesse aussi, parce que bon, il ne faut pas seulement mettre tout ça à disposition sans savoir qui sont les consommateurs. Donc, moi je vous dis franchement, avec le nombre de jeunes aujourd'hui qui sont très ambitieux, et je pense que très rapidement, notre pays, si les choses se mettent, continuent, progressent, peut devenir le pays le plus puissant d'Afrique. Parce que, bon, c'est vrai, le Nigeria a 200 millions, 250 millions d'habitants, nous en avons peut-être 110, 120, l'Afrique du Sud moins, mais en fait, c'est la force d'un pays, c'est la quantité de flux commerciaux faits par les grosses entreprises et chacun des citoyens. Donc nous avons, de par notre population, une chance inouïe de remonter le niveau à cause seulement de notre nombre de population qui peut être active. Donc la Fondation a fait certaines choses, elle a lancé depuis 2005, mais je vous dis par exemple, la Fondation, malheureusement, nous n'avons pas de subventions, c'est toujours Bamanissa qui doit mettre les moyens. Or, je suis devenu un agent public de l'État et je dois arrêter à un moment de prendre l'argent de mes entreprises pour le mettre dans ma survie politique ou sociale. Donc les activités aussi ont diminué un peu, mais sinon l'État doit effectivement continuer ce qui se fait. Il y a une volonté, mais il faut un peu recadrer les jeunes qui sortent des universités, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on leur offre comme emploi, mais aussi les jeunes doivent être entrepreneurs. Donc, entrepreneurs, ils ne doivent pas attendre seulement d'avoir de l'emploi, ils doivent créer des emplois eux-mêmes. Avec 200, 500 $, vous pouvez faire une petite entreprise si vous gagnez, si vous le gérez correctement, vous créez une plus-value, et cette plus-value doit pouvoir progresser. C'est vrai que ce n'est pas avec ça que vous allez vivre. Vous n'allez pas payer votre loyer, vous n'allez pas payer votre transport, vous n'allez pas payer votre alimentation avec un capital de 500 $. Mais quand les jeunes commencent encore, jusqu'à 24 ans, beaucoup ne sont pas encore mariés, ils vivent encore chez les parents, donc il y a encore des charges en moins, mais vous pouvez pas monter pendant 4 ans, 5 ans votre commerce. Donc il faut être ambitieux, il faut être bien organisé. Voilà, merci beaucoup. Puisque malheureusement nous sommes en train de tendre vers la fin de cette émission. Alors, d'après tout ce que vous venez de dire, je comprends. Nous comprenons que le développement de la province de la Djoko, c'est une affaire de tous, des jeunes, de nos autorités aussi. Alors, quel est votre message, le message que vous adressez à nos autorités, aussi à tous les jeunes qui nous suivent à travers cette émission, afin de développer cette province? Quel est votre message? Écoutez, c'est de dire qu'il y a encore beaucoup d'opportunités. Il y a beaucoup de choses à faire. Il faut oser. Il faut foncer. Il ne faut pas avoir peur de travailler. Il ne faut pas chercher seulement des gros capitaux pour faire un travail. Même avec des petits capitaux, avec un commerce qui tourne bien, on n'est pas encore à l'ère industrielle. Moi, mon père me disait
pendant ta génération, le pays ne sera pas industrialisé, il faut faire du commerce. Mais bon, je n'ai pas fait du commerce, j'ai plutôt fait de l'industrie. Vous voyez, donc j'ai voulu tout simplement aller dans le contraire de ce qu'on me disait. Mais il y a encore beaucoup de commerce à faire. Et l'industrie n'est pas facile du tout. C'est très difficile. Mais la petite industrie peut être faite, il faut transformer, il faut faire les choses avec certaines normes. La transformation agro-industrielle, par exemple. C'est pas normal qu'on continue à vendre depuis des années du foufou dans des bassines. Quand est-ce qu'on va mettre ce foufou, cette farine de manioc, dans des sachets bien propres, etc. Le pondou, la même chose. Le manioc grillé, le molécule, pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas dans de belles présentations? On ne va pas toujours rester dans des situations qui ne nous font pas avancer sur le plan national et international. Aujourd'hui, il y a des normes à respecter. On a eu à Soteski ici, mais j'ai jamais entendu qu'il y avait le plus grand couturier ici. Voilà, vous voyez, ça c'est des choses qui ne sont pas tout à fait normales. Bien que moi, nous on a fait ouvrir un magasin en Afrique du Sud en 1990 déjà, qui produisait des tissus, enfin des vêtements sur base de tissus Soteski. Ouais, en 90 déjà, je l'ai fait. Et puis après, bon, ça n'a pas marché. Donc, mais il faut des initiatives. À l'époque, j'espérais, je poussais Soteski d'avoir le plus grand atelier de confection ici. Mais nous-mêmes, on l'avait fait. Et puis, bon, à part ça, il y a encore beaucoup de choses. Le coton devrait être cultivé, il devrait être... bon, on dirait que les routes ne sont pas là. Tout ça est en corrélation, oui, pouvoir public et le privé. Mais ce que je peux dire aux jeunes, c'est qu'il faut y aller courageusement. Il ne faut pas seulement attendre la grosse chance de trouver la belle pierre, le diamant, ou d'aller creuser pendant des semaines pour avoir un peu d'or. Mais il faut innover, il faut faire des choses pour que Kisangani remonte. Kisangani est une vieille ville où les toitures, regardez, toutes les toitures sont rouillées. Il faut du nouveau. Et le nouveau peut être fait. Le domaine du bâtiment est très rentable. Je vous dis par exemple, nous, le ciment qui arrive ici ne suffit pas à la population, mais on ne voit pas assez d'entreprises qui construisent des nouveaux bâtiments. Le domaine du bâtiment est très rentable. Il faut que les gens se lancent dans ce nouveau domaine qui sont à la portée des certains du domaine des BTP, du commerce, de la transformation, agro-industrie, et peut-être une des clés de la province de la Tchopo. Voilà, merci beaucoup honorable Jean-Malissa Saïdi pour ce beau message que vous avez envoyé non seulement à nos autorités, mais aussi à tous les jeunes qui nous suivent. Je répète, l'excellence vient de dire que les jeunes devaient oser, devaient avoir du courage et avoir de belles initiatives, ne pas seulement attendre que quelqu'un vienne nous soutenir, mais d'abord l'entreprise, on peut la créer seule, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, merci beaucoup déjà pour votre disponibilité à notre égard. Merci beaucoup pour toutes vos réponses. Nous avons l'assurance et nous savons très bien qu'aujourd'hui, les jeunes seront instruits à travers ces beaux sujets. L'entrepreneuriat, l'engagement civique et politique de jeunes pour un développement meilleur de la Tchopo. Alors, Excellence, nous vous remercions encore une fois au nom de toute mon équipe, le terrain neutre, et nous espérons que ce ne soit pas la toute dernière fois que vous passerez sur mon plateau de terrain neutre. Et en tout cas, merci beaucoup. Merci, chers téléspectateurs et auditeurs de partout où vous nous suivez au travers de cette belle émission. Merci encore à toute mon équipe. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine. C'était Ingrid Wimba derrière vos écrans, à vos postes radio. On se retrouve la semaine prochaine pour un beau sujet et aussi avec un assistant de taille pour développer encore un sujet qui fait l'actualité de notre jeunesse.